Cela fait plus d'un siècle que l'État français n'a pas connu une crise sanitaire d'une aussi grande envergure que celle que nous vivons actuellement, depuis maintenant plus d'un an. Pendant très longtemps, l'État, les médias, l'opinion publique a pu être obnubilés par la gestion au jour le jour de cette crise. Ce véritable fiasco sanitaire a été amplifié par l'impréparation et le manque d'anticipation du gouvernement. Aujourd'hui, les vagues épidémiques se succèdent encore. Plus d'un an et demi après le début de la crise, nous en sommes toujours à la gestion à la petite semaine, comme on a pu le voir, avec le grand numéro d'improvisation autour de la 3e dose de vaccin. Mais les malades, eux, sont toujours là. Nombreux ont même développé une maladie longue suite à ce virus. Aussi, nous devons continuer à nous adapter à cette situation inédite. Des études sont en cours pour tenter de comprendre les raisons de la persistance de certains symptômes pour savoir comment les soigner. Aujourd'hui, selon les informations du magazine scientifique Epsilon, l'explication pencherait vers la piste immunitaire. Mais nous ne pouvons pas attendre d'avoir une certitude scientifique pour prendre en charge les patientes et les patients. Et, comme le recommandait Descartes, il nous faut définir une ligne d'action par provision. Aussi, ce texte proposé par le groupe UDI est-il particulièrement bienvenu ? Car, à l'heure actuelle, les patients sont démunis, renvoyés d'un interlocuteur à l'autre, dans un système de santé toujours sous pression. Pourtant, les malades chroniques du Covid sont nombreux. Plusieurs mois après une infection au Covid-19, des personnes subissent encore des symptômes de la maladie. Le quotidien reste perturbé par un épuisement au moindre effort, des difficultés à se concentrer, douleurs, courbatures, maux de tête, perte du goût, de l'odorat, perte de mémoire ou confusion, troubles du sommeil, etc. Près de 200 symptômes ont été recensés. Certains sont particulièrement incapacitants et peuvent empêcher de reprendre le travail. Un Covid long peut donc avoir des conséquences financières importantes. 3 mois après le diagnostic, un adolescent sur 5 conserve au moins un symptôme, 1 sur 7 au moins 3 symptômes, des chiffres comparables à ceux des adultes établis grâce à une étude britannique. Selon l'OMS, une personne sur 10 présenterait encore des symptômes après 12 mois. Le 6 octobre dernier, l'OMS a reconnu l'existence d'un syndrome post-Covid. Au Royaume-Uni, 1,1 million de personnes ont déclaré avoir les symptômes d'un Covid long. Ce syndrome que nous connaissons mal s'installe, risque de toucher des millions de personnes en France. Nous approuvons donc l'idée d'organiser et de planifier la prise en charge des patients, comme le propose cette loi, en créant une plateforme de suivi et un protocole d'action. Quelques nuances sont à apporter à ce texte. Le dispositif de suivi prévu est exclusivement numérique. Or, le numérique laisse de côté toutes les personnes qui n'y ont pas accès, faute de moyens, par illectronisme ou parce que leur lieu de vie n'est pas couvert par ces technologies. La fracture numérique concerne 17% de la population, selon l'INSEE. Là encore, nous constatons que le tout numérique entraîne un recul du service public et des guichets de proximité. Ensuite, concernant la sécurité des données de santé, vu que la plateforme de suivi sera numérique et déclinée sur site internet et applications, en tant que corapporteur d'une mission d'information sur la cyberdéfense, je ne peux qu'alerter une fois encore sur ces outils. Ils peuvent sembler pratiques, mais ils sont particulièrement dangereux si leur sécurité n'est pas assurée. Il y a eu de nombreuses fuites de données médicales qui constituent autant de violations du secret médical potentiel. Je pense en outre qu'il faudrait aller plus loin dans la reconnaissance du Covid comme une infection pouvant perturber durablement la vie des personnes qui en souffrent. D'innombrables personnes l'ont contracté sur leur lieu de travail, notamment pendant la première vague où nous avions si peu de protection. Personnel soignant, bien sûr, mais aussi professeurs, caissières, employés des services dits essentiels qui ont continué à être ouverts pendant le confinement et qui ont particulièrement exposé les travailleuses et les travailleurs. Les agents de l'État n'ont pas été plus que les autres protégés par leur employeur. En conclusion, ce n'est pas aux gens de payer dans leur corps l'incurie du gouvernement. La crise sanitaire du coronavirus, c'est l'échec du laisser-faire à outrance, destruction de l'hôpital public, incapacité à anticiper, réduction des coûts sur le dos de la qualité des soins et des conditions de travail des personnels. La gestion de cette nouvelle vague est révélatrice des maux enracinés dans nos sociétés. Alors que l'hôpital public est exsangue, qu'il manque des personnels dans tous les services, que tout le monde est épuisé, il faut encore s'occuper des nouveaux malades et continuer à soigner ceux qui sont affectés par un Covid long. Dès 2022, il faudra reconstruire le service public hospitalier pour recréer un accueil serein des patients et de bonnes conditions de travail pour les soignants, créer un pôle public du médicament et relocaliser une partie de leur production en France.